Hey, salut à tous, c'est Adam Ross et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Sous Influence. Voilà, aujourd'hui un très gros épisode que j'ai beaucoup bossé, vous verrez, j'ai pas mal enquêté sur le sujet, j'ai aussi interrogé des youtubeurs, puisqu'on va parler du business des youtubeurs. Alors quand je parle du business des youtubeurs, c'est qu'en fait à la base, je voulais faire une vidéo sur le vrai revenu des youtubeurs. Vous savez, c'était un type de vidéo qui était énormément à la mode il y a de ça 4-5 ans, parce que personne n'arrivait à savoir combien gagnaient vraiment les youtubeurs. Mais il faut savoir qu'évidemment c'est extrêmement complexe parce que ça dépend beaucoup de la fréquence des placements de produits qu'ils font, des revenus qu'ils ont, à savoir leur CPM, à savoir combien ils touchent pour chaque pub qui est sur leur chaîne YouTube. Donc vu que c'était aléatoire, je me suis dit ça sert à rien de faire une vidéo dont la conclusion sera en fait ça dépend. Du coup je me suis dit qu'il était plus intéressant de se concentrer sur les networks ou même les structures de youtubeurs. Effectivement on en a pas mal entendu parler ces derniers temps avec Squeezie qui quitte Webedia, on va y revenir, mais aussi avec la Redbox ou plus récemment le Note. Et donc l'objectif sera pas de pointer du doigt certaines manières ou certains networks ou même certaines chaînes YouTube, mais plutôt d'essayer de comprendre comment fonctionne le système, quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre et d'essayer de rendre plus clair aussi pour vous cette gestion des grosses structures de youtubeurs et à quoi ça sert. Est-ce que c'est voué à disparaître ou pas? Vous verrez, il y aura pas mal de questions, mais aussi normalement pas mal de réponses. Bon, tout d'abord, on va revenir sur la base, à savoir un network. Alors qu'est-ce que c'est un network? En gros, à la base, c'était cette entreprise qui permettait de faire des réclamations de droits d'auteur si jamais quelqu'un réutilisait votre vidéo, mais aussi surtout à la base, les networks, donc ces petites entreprises qui aident à la gestion de certaines chaînes YouTube, et c'était obligatoire pour toucher des revenus de la part de YouTube. C'est donc aussi souvent une régie publicitaire qui va donc gérer les pubs qui passent sur la chaîne YouTube et qui va en profiter pour prendre un pourcentage qui va de 10 à 40% en fonction de la négociation et du contrat. En échange donc, comme je l'ai dit, ils offrent des services aux youtubeurs, à savoir la gestion des droits. Maintenant, ils donnent accès par exemple à des comptables, à des avocats pour tout ce qui est la question des droits d'auteur ou même les problèmes avec YouTube, ce genre de choses qui seraient très compliquées à avoir pour un youtubeur. Et ils donnent même accès à d'autres privilèges sur lesquels on va revenir un peu plus tard. À une époque, ils étaient même protégés du robot Content ID. Alors le robot Content ID, pour ceux qui savent pas, c'est le robot de YouTube qui détectait automatiquement quand on utilisait une œuvre qui ne nous appartenait pas, genre par exemple une musique. Et en gros, les chaînes qui étaient sous des gros networks qui avaient des contrats avec YouTube, elles n'étaient pas concernées par ce problème, genre en mode elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Mais ce qui a vraiment marqué le monde des networks et qui a fait, selon moi, des youtubeurs ou des chaînes YouTube un vrai business en France, c'est le rachat par Webedia de Talent Web. En gros, Talent Web, c'était une agence à laquelle appartenaient les chaînes YouTube de Norman, Squeezie, Cyprien, même Natou, on verra les noms. Et donc cette entreprise, elle appartenait à l'entreprise Mixicom, qui elle-même a été rachetée plus de 75 millions d'euros par Webedia, qui est pour le coup un énorme groupe du web, qui a notamment jeuxvideo.com, Allociné, plein d'autres. Et donc là, on a cet article de BFM Business qui date de 2016, qui parle justement de ce rachat et c'est assez intéressant. Parmi les 75 millions d'euros de rachat de Mixicom, il y avait 25 millions d'euros pour Talent Web. Et donc Cyprien a touché 6 millions d'euros, Squeezie 4 millions, Norman 2 millions et d'autres youtubeurs aussi comme Hugo Tout Seul 200 000 euros, Natou 200 000 euros et John Rachid 100 000 euros. Alors là, il y a un point qui est très clair et très important à faire. 6 millions d'euros ne sont pas allés directement dans le compte en banque de Cyprien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Genre un rachat, si jamais ça avait été le cas, Cyprien aurait dû payer énormément d'impôts dessus. Et donc ce qu'ils expliquent dans la partie qui s'appelle optimisation fiscale, c'est qu'en fait ils ont réinvesti cet argent dans leurs entreprises qui sont les entreprises à l'origine de leur chaîne YouTube. Donc c'est pas simplement de l'enrichissement personnel, c'est 6 millions d'euros. Et donc ça pour moi c'est vraiment la naissance du business des youtubeurs. On a vu que d'un seul coup il y avait des grosses sommes d'argent qui pouvaient être en jeu, notamment pour les networks. Apparemment, c'est un bon filon de toucher 30 à 40% des revenus de la chaîne de Cyprien ou de Squeezie. Et en parallèle, il y a aussi eu le développement d'agences de youtubeurs. Alors là, agent de créateur, c'est un peu différent. Donc par exemple, je prends l'exemple de Emakina qui a les chaînes de Léo Duff, Alexandre Calvez, pas mal de youtubeurs tech qu'on voit là. Si vous êtes Samsung et que vous avez envie de faire une grosse opération commerciale avec plusieurs créateurs tech en même temps, au lieu de devoir tous les contacter un par un, vous allez contacter directement cette agence de créateurs qui les regroupe. Ils ne touchent pas de pourcentage sur les revenus pub des vidéos de Romain par exemple, mais simplement ils prennent une commission du placement de produits. Bref, de plus en plus d'agences de créateurs et de networks ont commencé à voir le jour ces 10 dernières années, mais la vraie question c'est
Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que dernièrement, on a l'impression de voir une hémorragie des networks. Si je dis ça, c'est principalement pour Webedia. Parce qu'en effet, on a remarqué que Squeezie vient de quitter Webedia, McFly et Carlito, Link et Terracid, et donc ce départ des créateurs qui étaient pourtant emblématiques de Webedia, qui tournaient chez Webedia, qui faisaient des projets avec Webedia, et ben on a l'impression que d'un seul coup Webedia va s'effondrer, que même les networks vont s'effondrer. Squeezie a par ailleurs décidé de lancer sa propre agence, Bump. Alors il me semble que c'est uniquement une agence de créateurs et pas un network. Mais surtout la question que tout le monde se posait, c'est pourquoi ces créateurs sont partis de Webedia. Webedia leur permettait de faire de gros projets. Pour McFly et Carlito, Webedia était aussi extrêmement important dans les invités. Il faut savoir que les Patrick Bruel, les Gad Elmaleh, notamment au début de leur chaîne, ils sont en partie venus, je pense, grâce à Webedia et grâce au contact de Webedia. Il y a plusieurs réponses, notamment une, c'est le live. Alors pour ceux qui ne savent pas, Webedia avait lancé une chaîne de streaming sur Twitch qui s'appelait Le Live, un peu de la même manière que le stream, qui avait comme objectif de réunir un peu la télé, les influenceurs, de faire un truc immense avec beaucoup d'émissions et qui s'est, il faut dire, complètement planté. Squeezie avait parlé du live et vous verrez, il n'était pas super fan du projet. Pourquoi? Parce que ce projet est tenu par des gens qui n'y connaissent rien, qui ont juste envie de faire des thunes, qui ont zéro passion, et à partir de là, forcément, c'est le bordel derrière et ça donne lieu à des lancements catastrophiques comme ça. Bon, et là, cette séquence, elle est particulièrement intéressante en fait. Ça a l'air d'être simplement Squeezie qui donne son avis sur le live, etc. Mais en réalité, ça en dit beaucoup plus. Il reproche à Webedia d'avoir construit ce projet sans utiliser des personnes qui savaient et qui avaient un vrai savoir-faire là-dedans et que c'était uniquement pour l'argent. Et ça, déjà, c'est une énorme critique et ça montre un problème que pouvaient avoir certains créateurs avec cette grosse structure dont l'objectif principal est très logiquement de faire un maximum d'argent, mais qui entre parfois en contradiction avec la volonté de création artistique de certains créateurs. Et ça montre une chose, c'est que Squeezie à ce moment-là, il était quasiment plus puissant que Webedia. Et je dis pas ça d'un point de vue financier, d'un point de vue même de structure, parce qu'évidemment Webedia est plus puissant que Squeezie, mais en termes d'image, Squeezie était tellement important pour Webedia et tellement central au sein de Webedia que même en disant ça, il savait qu'il ne risquait pas grand-chose et que Webedia n'avait pas intérêt à le virer. Surtout qu'à ce moment-là, en réalité, il avait probablement déjà le projet de lancer son agence artistique Bump. Mais aussi, un article très intéressant m'a appris que les versements pour le rachat de Talent Web, donc de plusieurs millions d'euros, s'étalaient sur plusieurs années. Genre, c'est pas arrivé genre 6 millions dans la poche de Cyprien d'un seul coup, comme je vous l'ai dit. Il y avait un échelonnage avec chaque année une somme. Et le dernier versement a eu lieu en 2019. Sachant que cette vidéo et cette intervention datent de début 2020, à savoir que Squeezie n'avait plus aucune obligation et aucun intérêt quasiment à rester chez Webedia puisque tous les versements avaient été effectués. Mais ça c'est le cas de Squeezie qui s'est à mon avis rendu compte qu'il était tellement puissant qu'il n'avait plus besoin d'une grosse structure pour l'accompagner même dans ses gros projets et qu'il pouvait lui-même monter cette structure, mais même pour d'autres plus petits youtubeurs qui sont partis de Webedia, le problème était aussi un problème de management dans le sens où Webedia avait tellement de créateurs et de gros créateurs que lorsqu'il y avait des gros sponsors à faire, des gros placements de produits et des grosses marques à placer, il proposait surtout aux gros créateurs. Et ce qui fait que les petits, et quand je dis petits, je mets des grosses guillemets parce que c'est que des créateurs qui sont déjà plus grands que moi, ne pouvaient pas bénéficier de ces placements de produits parce qu'en fait c'était un petit peu capitalisé par les gros youtubeurs. Et c'est fou parce que cette chute entre guillemets, elle paraît un peu sortie de nulle part. Je veux dire, Webedia était tellement un monstre et régnait tellement sur le marché que personne l'a vu venir. D'ailleurs, il y a quelques temps, il y avait une vidéo qui expliquait à quel point Webedia était au-dessus de tout sur le marché du YouTube francophone. Il faut savoir qu'en 2018, Webedia détient 9 des 10 plus grosses chaînes du YouTube français. La petite enquête que j'avais fait me donnait une stat qui était que une vidéo vue sur 4 en France en 2017 appartenait au réseau Webedia. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit qu'une énorme structure qui paraissait vraiment infaillible comme Webedia est désormais considérée comme en perte de vitesse. Et ça pose selon moi la question de la place des structures dans le monde de YouTube et des créateurs de contenu. Est-ce que en réalité on n'a pas atteint un plafond de verre? Est-ce qu'en fait Webedia n'était pas trop gros? Elle n'avait pas trop de créateurs, comme je l'ai dit, c'était un problème, ça posait problème notamment aux plus petits créateurs de la structure. Et d'un autre côté, les gros créateurs, eux se disaient, mais attendez, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une structure? Squeezie s'est dit, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une structure pour m'aider dans mes projets alors que je peux les faire moi-même? Et les petits ont dit, mais attendez, mais cette structure, elle me rapporte rien et elle s'intéresse qu'aux gros youtubeurs. Et donc à mon avis, Webedia était pris entre ces deux parties
qui ont fini par partir. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de projets indépendants, en tout cas créés par des youtubeurs, avec la Redbox, le Lot, Bump par Squeezie, ou même il me semble qu'Hugo Décrypte a sa propre entreprise qui est indépendante et il n'appartient pas à Network. Pourtant, pour beaucoup et encore aujourd'hui, les networks, c'est important et ça peut apporter beaucoup de choses. Les structures, ça peut être très utile pour les créateurs de contenu, notamment à un certain niveau. Très souvent, comme je l'ai dit, il y a la nécessité de se rassembler pour avoir du poids, pour pouvoir peser ou même pour avoir le droit à certains services. Également, les networks ponctionnent 10 à 40% des revenus des youtubeurs, mais ces revenus AdSense, ils sont beaucoup plus élevés si vous êtes chez un network. Par exemple, si vous êtes chez Golden, le network de M6, c'est les marques qui vont directement aller contacter M6 en disant bah voilà, on a envie de mettre des pubs devant les vidéos de vos créateurs parce qu'on sait que c'est des créateurs qui sont reconnus, qui sont entre guillemets certifiés par M6 vu qu'ils sont dans leur network et on n'a pas envie de les mettre simplement aléatoirement sur des chaînes YouTube, on a envie que ça soit vraiment sur les chaînes YouTube de vos créateurs qui sont, on le sait, de qualité. Et donc forcément, ils vont payer plus cher que s'ils passaient simplement par l'outil YouTube. Et donc, plus d'argent va revenir aux créateurs. Il y a aussi désormais le développement de la Guilde des vidéastes, qui est le premier syndicat de créateurs de contenu sur YouTube. Donc on voit vraiment cette volonté, même de ceux qui ne sont pas chez des networks, de se rassembler pour pouvoir un peu avoir un poids au-delà de moi en caleçon dans ma chambre. Pour autant, est-ce que Webedia va mourir? Probablement pas. On l'a vu, ils ont réussi à acquérir Inoxtag et Michou, qui sont quand même deux grosses têtes du YouTube, notamment auprès des plus jeunes, et donc sur le moyen long terme, c'est quasiment plus intéressant que d'avoir Squeezie, voire même McFly et Carlito, même si leur communauté est aussi assez jeune. Il y a également eu le recrutement de pas mal de TikTokers, il me semble que la French House est désormais chez Webedia, donc ils misent aussi beaucoup sur TikTok, qui est le réseau social émergent, mais également, et ça je l'ai appris dans un article, j'étais pas du tout au courant, de Capital, Cyprien, a vendu à Webedia sa société de t-shirt, avant qui s'appelait Narmol, pour 600 000 €. Et donc d'après Capital, ça serait un moyen pour Webedia de garder Cyprien en lui disant « Attends, on te rachète ta société, on te donne un peu d'argent, et en échange, tu restes chez nous. » Et donc en réalité, pour moi, il est très peu probable de voir ces structures, notamment les networks, mais encore plus les agences de créateurs, disparaître du jour au lendemain, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, les créateurs en ont besoin, que ce soit d'un point de vue d'aide logistique, mais également d'un point de vue social. On en a beaucoup parlé sur la chaîne, c'est extrêmement important pour les youtubeurs et les youtubeuses qui sont tout seuls dans leur chambre, de temps en temps, de voir des gens, de se sentir au sein d'une entreprise. Et c'est ce qu'explique Joyka dans sa dernière vidéo, où il explique pourquoi il a quitté la Redbox, notamment parce que lui, il cherchait plus qu'une grosse structure où il pouvait faire des feats avec des gros youtubeurs, il cherchait vraiment une entente, il cherchait vraiment un moyen de socialisation. J'ai besoin des gens autour de moi pour me développer à 100%. Mais quand c'est que dans le cadre d'un travail, moi je ressens un manque quand même à côté. C'est très bizarre comme relation parce que notre travail, c'est de se divertir et de vous divertir. Donc du coup, ça crée un truc bizarre où quand on est en vidéo, on rigole bien et tout, c'est vraiment bien, comme des potes. Et en fait, une fois que la cam est coupée, on partage plus grand chose, ou ça va être des discussions, des choses comme ça, mais sinon c'est un peu chacun retourne à son truc. On a eu un bon tournage, c'était cool, on a bien rigolé, mais voilà. Bref, pour moi, ce que démontrent tous ces mouvements actuels, tout ce développement donc des networks, etc., c'est qu'il y a l'impossibilité de trop grosses structures sur internet, sur la gestion des créateurs de contenu. Pour autant, certes, les youtubeurs sont connus et réputés pour être très polyvalents, il faut faire de l'écriture, du montage, du tournage, de la communication, mais aussi, et il faut le reconnaître, les youtubeurs ont besoin de déléguer à un certain point. Effectivement, les youtubeurs dont c'est le métier, qui doivent produire régulièrement, ne peuvent pas tout faire, tout simplement parce que c'est trop compliqué à gérer, et aussi parce que simplement, ils n'ont pas les compétences. Et autant ne pas avoir les compétences pour le montage, pour l'écriture, ça peut s'apprendre sur le tas, mais les compétences pour négocier un contrat, des compétences pour la comptabilité, des compétences pour faire appel à un avocat. Forcément, ça, c'est des compétences qui sont beaucoup plus compliquées à acquérir. Et si jamais on veut s'en passer, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, certains gros youtubeurs peuvent le faire de manière indépendante. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils lancent leur propre agence ou qu'ils restent en indépendant. D'autres ne peuvent pas. Et donc, à ce moment-là, rejoignent un network tout simplement pour plus de facilité, plus de simplicité. Un youtubeur peut être chez un network et chez une agence de créateurs et travailler en non-exclusivité avec les deux. Donc voilà pourquoi, selon moi, les grosses structures n'ont pas forcément un grand avenir sur YouTube. Pour autant, comme je l'ai dit, tout n'est pas acheté. Moi, aujourd'hui, je suis chez aucun network, je suis avec aucune agence de créateurs, même si parfois il m'est arrivé de travailler avec Youdéo, qui est une agence de créateurs avec qui je m'entends très bien. Mais globalement, je suis tout seul, mais tout simplement parce que j'en ai aucun intérêt. Pourquoi? Parce que je fais pas de placement de produits,
que les revenus de ma chaîne YouTube. C'est pas du tout mon activité principale, donc c'est pas ma source de revenus principale, même si ça fait augmenter mes revenus AdSense, ça n'a pas un grand intérêt pour moi, et surtout je suis pas très connu, donc même si je rejoins un network, en réalité je serais probablement en bas de l'échelle et j'aurais pas grand chose. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce gros épisode de Sous Influence. On se retrouve dimanche prochain 15h, je vous avoue que je sais pas encore le thème de la vidéo, mais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu pour me soutenir et à commenter votre avis sur le sujet et sur la vidéo, ce que je pourrais améliorer, ce genre de choses. C'était Adam Bros, ciao!